introduite en quelque sorte la continuité de la précédente sur le réveil flamme jumelle. Je vous remets la référence quelque part là en haut de l'écran et tout à la fin comme d'habitude. Je vais commencer par évoquer la fusion que j'ai déjà abordée dans quelques vidéos, mentionnant notamment que la fusion est distincte de la réunion, puisque l'on peut être réuni sans fusionner. C'est un processus qui a trait à, entre autres, la transparence des corps notamment, et donc à l'être authentique, au retour vers l'être authentique chez l'un et chez l'autre, chez les deux partenaires. Alors bien sûr, sur le chemin, nous pouvons connaître des paliers de fusion, notamment comme je l'avais décrit, à travers des moments de sexualité, donc plutôt sous une forme d'extase, d'osmose, de communion mêlée, puisque l'on devient pendant un instant l'autre, si on le dit simplement. Ce qui vaut d'ailleurs ensuite recul, reculade, fuite d'un ou des deux flammes jumelles par retour de l'ego, mais vraiment sous la forme d'un balancier excessif qui s'est senti alors mourir. Est-ce que la fusion est assimilée à ça par le personnage, Pour le personnage, c'est vraiment de cet ordre-là. Donc, à ce jour, je n'ai rencontré ou vu quasi aucune flamme jumelle ayant vécu une fusion totale et stable, stabilisée au sens de permanente. Je parle évidemment ici de vrais liens de flammes jumelles et aussi de vraies flammes jumelles et non d'âmes rattachées à la fausse lumière prétendant être flammes jumelles, ce qui a lieu ici ou là. Ces derniers temps, plusieurs d'entre vous m'ont transmis un dessin à propos de la fusion, quasi le même, donc cela court sûrement quelque part sur le net, puisque vraiment très très proche, donc pas forcément issu d'une conscientisation personnelle, semble-t-il en tout cas. Vous comprendrez facilement que la compréhension par ce type de canal, c'est super, et en même temps, ça reste à l'état intellectuel puisque non expérimenté. L'expérimentation, elle n'est pas conceptuelle, elle n'est pas abstraite. Donc je vous invite comme toujours au discernement sur ce type d'éléments, contact, et puis voilà. Concernant la fusion, elle se vit d'abord dans le champ subtil avant d'impacter le champ plus physique, le champ de la matière. Alors évidemment, il y a d'autres voies d'expérimentation que la sexualité qui sont en général moins agréables, entre guillemets. L'ego est alors passé vraiment comme au feu de la désidentification. Quand on parle de fusion, c'est de ça dont on parle de désidentification. C'est ça qui finalement est à retenir. Et il peut y avoir fusion, par exemple, au moment du départ de l'une des deux flammes jumelles de l'autre côté. Ça se produit en la flamme jumelle qui reste en incarnation. Ça peut avoir lieu. Donc ça fait partie d'une des voies d'expérimentation. Évidemment, il y en a d'autres. Pour ceux que nous en avons vécu, de notre côté, c'est une sensation de mort pour mon jumeau, et pour ma part, véritablement une sensation de désidentification que j'ai vécue beaucoup plus en conscience que lui, ce qui demande, selon moi, d'être solide psychiquement, émotionnellement et vibratoirement. Parce que pendant un temps, en fait, on ne sait plus tout à fait qui l'on est. Il y a vraiment quelque chose qui est la désidentification, c'est une perte de repères et de structure très, très fort, très intense. Et l'ego, selon la densité à ce moment-là, va se défendre de toutes ses forces. Vous pensez bien à son alarme absolue, justement, et la peur de mourir, bouton sur lequel il va évidemment appuyer. Donc la fusion, c'est d'abord, et ça je veux le redire et le redire encore, c'est d'abord avec soi, avec son vrai soi, avec son être authentique. Alors c'est pourquoi j'en parle si souvent, comme je parle aussi très souvent de la transparence des corps et de l'écologie personnelle, puisque tout ça est évidemment interrelié. Flamme jumelle ou pas, fusion ou pas, tous ceux qui vivent un réveil, c'est-à-dire une ouverture de conscience, peuvent trouver résonance avec la suite de mes propos, qui risquent peut-être d'être un peu fournis et plus longs que d'ordinaire, parce que il peut y avoir beaucoup de matière, même si en effet je vais tenter de faire simple. Donc je parlais du rôle de l'ego.
du personnage, comme je l'appelle. Personnage qui est composé de multiples facettes, qui s'activent souvent de manière automatique, inconsciente. Ce personnage va se raconter une histoire autour une histoire autour de qui je crois être, notamment en expérimentant l'illusion de la séparation à travers l'oubli de l'unité. Son premier filtre est « je suis séparé de tout et de tous », et c'est à travers ce filtre qu'il voit, qu'il vit sa vie. Donc l'ego est formé de multiples de masques divers pour compenser le sentiment d'incomplétude qui est issu de l'illusion de la séparation. Et vient un moment, ou pas d'ailleurs, selon l'agenda de chacun, selon le choix fait en amont de cette incarnation, un moment de réveil, un appel, on pourrait dire ça. Et je distingue deux types d'appels, car leur profondeur est selon moi différente et ne provient pas tout à fait de la même source en soi. Le premier appel, c'est l'appel de l'âme, qui peut être doux, progressif, inconfortable, dû à une crise, par exemple de la quarantaine, de la cinquantaine, ou brutal, un accident, une maladie, un burn-out, pour entrer en conscience et s'installer dans cette conscience ouverte. Cet appel, il a besoin d'être plus fort que les avantages, les bénéfices secondaires du maintien dans le personnage. Cet appel de l'âme, qui est selon moi donc une forme de premier appel, selon sa puissance et son maintien, son intégration, peut mener à l'être authentique. Et donc au deuxième appel, qui repose sur la manifestation de sa vraie nature. Celle qui nous pousse à expérimenter et à incarner qui l'on est vraiment, qui l'on est avant l'identification au personnage et même avant l'âme. Cet appel tend vers la réalisation de la conscience. Alors, soit par une rencontre, un lien d'âme par exemple, une ouverture spontanée, une expérience mystique, le fruit d'un travail en soi qui ne recherche rien, qui vise simplement au dépouillement de ce qui est blessé ou dissonant en soi, ce qui peut être d'ailleurs toutes ces choses que j'énumère là, reliées. Hein, un lien d'âme peut provoquer aussi une ouverture spontanée, une expérience mystique, etc. Hein, ça peut être relié ou pas. Donc selon l'emprise des facettes du personnage et l'attachement à l'histoire de la personnalité, bien cet appel peut être doux, une douce ouverture ou vraiment un décapage de l'identité. Ça peut passer parce que l'on nomme une nuit noire de l'âme aussi. Je le redis juste entre parenthèses, la nuit noire de l'âme est indépendante des flammes jumelles et n'est pas forcément la douleur que l'on ressent au moment de la séparation. C'est un processus tout à fait spécifique que j'avais évoqué, puis on va en reparler un petit peu plus tard dans cette vidéo. J'en ai parlé sur mon blog et aussi il y a une vidéo à ce propos. Donc il y a, comme je le disais tout à l'heure pour la fusion, un processus de désidentification, de détachement de ce que l'on pensait être et aussi une vision nouvelle du contexte de dualité, de ces artifices, notamment se relier à la lumière altérée, à la fausse lumière. De comment est structuré le contexte de dualité en fait. Donc en résumé, l'appel de l'âme serait plutôt un aspect individualisé de la conscience et l'appel de l'être authentique serait un aspect plus universel. Dans les deux cas, vous pensez bien, il y a tentative de reprise de pouvoir par le personnage à travers ses multiples facettes. C'est comme en alchimie, d'une certaine façon, on a besoin de remettre son œuvre plusieurs fois au feu. Ces facettes sont de différentes sortes et on va en passer en revue quelques-unes. Avant ça, il est essentiel de comprendre que derrière chacune de ces facettes, il y a une intention positive, une intention de protection en fait. Alors protection face à un danger imaginaire, une illusion,
hein, certes, en effet, protection appropriée à un moment donné, en tout cas pour le personnage, et qui devient entravant à un certain stade du chemin d'évolution. C'est ça que je veux dire. Donc c'est essentiel d'intégrer cet aspect parce que c'est ce qui permet de poser en fait un regard dénué de jugement ou dénué de rejet aussi sur ces facettes pour pouvoir les accueillir et les transmuter. Hein, je vous renvoie là à la méditation du regard du cœur qui est disponible sur mon site, qui vraiment utilise ce processus-là de plein accueil, de réconciliation. Hein, donc c'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc avant de détailler quelques-unes de ces facettes, souvenons-nous que tout est basé, je le disais il y a un instant, en premier sur la croyance de la séparation, avec la source, le divin, les autres. Cette séparation est en réalité une illusion d'optique, hein, c'est le résultat de la façon dont on regarde le monde, dont on regarde la vie à travers le personnage. Cette illusion, elle est utilisée par l'ego, elle est sa croyance fondamentale, fondatrice même, indiscutable. Donc tant que la conscience, avec un C majuscule, reste endormie, et même pendant un certain stade du réveil, en fait, notamment sur le côté moi et les autres, hein, qui se poursuit même quand la conscience commence à s'ouvrir. On est basé sur cette croyance fondamentale. Donc on a donc la conscience universelle, je l'avais expliqué également, la conscience universelle, la source, puis par fragmentation de lumière, la conscience individualisée, puis l'âme, et enfin ce qu'on peut nommer le petit moi ou le personnage, qui va donc se créer un cocon de séparation basé sur moi et le reste de l'univers, et basé sur l'histoire qu'il se raconte, le scénario de sa pièce de théâtre, ce pourquoi il se prend, le costume et toute l'histoire qui va avec. Tant que nous adhérons à ce scénario, il continue d'exister. Imaginez un acteur de théâtre qui se prend en permanence donc pour le personnage qu'il joue dans la pièce de théâtre. C'est du même acabit d'une certaine façon. Or, que suis-je avant l'idée d'être moi? Je dis que suis-je et non qui suis-je, car en fait avant moi, il n'y a personne. Ce que je suis est bien plus vaste que les pensées à mon sujet, plus léger que les émotions qui m'habitent. Vous le savez bien, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que votre conscience est vraisemblablement réouverte et que peut-être vous avez expérimenté des moments d'unité. Donc, à partir de la base fondatrice de la séparation, se déploient deux peurs essentielles. J'avais évoqué dans la précédente vidéo l'une d'entre elles. Donc, ces deux peurs, c'est la peur d'exister, qui entrave alors la pleine souveraineté, et une coupure avec la force, avec l'énergie yang. J'y reviens de manière plus détaillée dans un instant. Et puis la peur d'être annihilé, c'est de celle-là dont j'avais parlé, la peur d'être annihilé qui entrave la pleine ouverture de cœur, l'abandon à la vie, la sensibilité, la vulnérabilité, et donc une coupure avec la force, avec l'énergie yin. Donc, ces deux peurs reposent sur le sentiment d'infériorité ou le sentiment de supériorité. Et elles vont utiliser des facettes plus ou moins grossières selon les situations et selon là où on en est en fait de notre chemin d'évolution. Facettes qui vont évidemment se déployer à travers plein d'artifices, d'outils, la supposition, la généralisation, l'attente, etc., etc. Alors, exemple de facette, un petit peu en vrac et liste non exhaustive, j'ai envie de dire. Donc, la facette qui dit « c'est à moi ». La facette qui dit « c'est la faute à l'extérieur ».
Il y a celle aussi de la comparaison. Alors, la comparaison, c'est vraiment la championne de la dualité, évidemment. Il y a celle du jugement ou de l'auto-jugement. Euh, il y a celle du déni, de la justification du refus de ce qui est. C'est-à-dire qu'on trouve des explications, parfois très complexes, pour refuser ce qui est. C'est un déni masqué. Il y a celle de la dramatisation, celle que j'appelle la facette lukinesque, celle qui complique tout, même ce qui est simple. Et la lumière est simple, je l'ai dit plein de fois, la lumière est simple, ce qui n'est pas simpliste en fait. Il y a la facette du shoot émotionnel, alors ça c'est typique de l'ego, si ça n'est pas intense ou si ça ne fait pas mal, il y a un problème. Il y a celle du statu quo, alors qui va parler sous la forme non mais là c'est impossible, ou alors je vais bien, tout va bien, ou alors qui veut maintenir l'harmonie coûte que coûte, donc on ne fait pas de vagues, on ne remet pas en question, c'est ça le statu quo. Il y a celle du je sais, j'ai compris, alors qu'en fait je ne sais pas ce que je ne sais pas, qui se raffine d'ailleurs sur le chemin d'évolution, et via notamment ce qu'on appelle l'ego spirituel, c'est quelque chose qui est vraiment très prégnant. Il y a celle justement, les facettes plus spirituelles, quand on commence à avancer, qui consiste à définir le divin, à définir qui est éveillé et qui ne l'est pas, à revendiquer aussi son propre éveil, qui se croit arrivé après une expérience d'unité en soi, arrivé où, qui analyse à partir de sa grande sagesse les dissonances d'autrui, autrui qui ne lui a pourtant rien demandé, qui utilise des paroles de sagesse sans les avoir intégrées en dedans, donc en fait ça reste un savoir intellectuel, mental, etc., etc. Et puis il y a la facette des 5 blessures fondamentales de l'enfance, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. On va prendre un peu de temps pour cette facette-là, parce qu'en fait, selon que la peur d'exister ou la peur d'être annihilé est à l'œuvre, ces blessures fondamentales de l'enfant, ces blessures identitaires, ces blessures narcissiques s'activent différemment. Alors j'ai largement parlé de ces blessures dans ma conférence sur le couple, je vous mettrai aussi la référence dans la vidéo. Il y a des extraits qui ont été faits pour que ce soit plus simple, parce que la vidéo est un petit peu longue. Et donc la précision que je veux apporter ici, en fait, c'est que selon la peur activée, donc d'exister ou d'être annihilé, et donc selon la coupure au yang ou la coupure au yin, comme on vient de le voir, la blessure va se manifester différemment. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, prenons les blessures une par une. Pour la trahison, la peur d'exister, donc la coupure au yang, à la souveraineté, on l'a dit tout à l'heure, eh bien ça va engendrer la méfiance vis-à-vis de ses propres ressources intérieures, à soi. Toujours pour la trahison, donc la peur d'être annihilé, la coupure au yin, et donc la coupure au cœur, va se manifester par une méfiance vis-à-vis d'autrui, par du contrôle, par une volonté de dominer, avec beaucoup de mentalisation souvent. Donc, ce qui peut être apporté comme réponse à ça dans le travail en soi, à la reconnexion au yang ou au yin, selon la peur, c'est évidemment de travailler sur la confiance. Pour la blessure de rejet, la peur d'exister, donc la coupure au yang, c'est on se rejette soi. Pour la peur d'être annihilé, la coupure au yin, on rejette autrui. Et donc là, l'idée, c'est de travailler en soi sur l'inclusion. Ensuite, pour la blessure d'abandon, donc la peur d'exister, la coupure au yang va
former dépendance vis-à-vis d'autrui ou croyance que l'amour vient de l'extérieur. La peur d'être annihilé va former une sorte d'indépendance enfermante, c'est-à-dire on met le cœur sous verrou, sous une hyper-protection. Donc là, l'idée, c'est de travailler en soi sur l'amour de soi. Pour la blessure d'humiliation, la peur d'exister, donc la coupure au yang, va former auto-jugement, entraîner dévalorisation, auto-dénigrement. Pour la peur d'être annihilé, eh bien, c'est la même chose, mais vis-à-vis d'autrui. Donc, jugement sur autrui, dévalorisation d'autrui, dénigrement d'autrui. Donc là, l'idée, c'est de travailler en soi sur le respect. Pour la blessure d'injustice, la peur d'exister va prendre le masque de la perfection et conduire à une forme d'inauthenticité en vérité, puisque la perfection n'existe pas dans ce monde. La peur d'être annihilé, donc la coupure au yin, va engendrer rigidité et une forme de dureté. Donc, ça va demander de travailler en soi sur l'authenticité, l'acceptation de l'imperfection. Parfois, je peux prendre une anecdote de vie que je partage. Et alors, là, des personnes viennent à dire « Ah, ça vous arrive encore ça ». Alors, il se trouve que je suis humaine. Cette remarque, entre parenthèses, parle aussi beaucoup de comment la personne se voit elle-même quand elle parle de moi ou s'interroge à mon propos. Donc, je suis humaine et par définition imparfaite et en chemin constant. Simplement, la chose, c'est que je suis congruente. Donc, j'applique ce que je vous transmets et notamment le retour en intériorité, le processus aussi, les processus que je vous partage, notamment celui à travers la méditation du regard du cœur, et je veille quotidiennement à mon écologie personnelle. Pas seulement parce que j'ai une activité de thérapeute, pas par amour de la discipline, ô combien que non, par amour de soi et en réponse à l'appel de mon âme d'abord, puis de mon être authentique, à qui je suis reconnectée en conscience. Donc, tout ça, ça ne fait pas devenir inhumaine, comme flottant au-dessus de la matière. Ça veut juste dire que là où j'en suis, la plupart du temps, je ne suis pas dans le réactionnel, que je vois très vite et très clairement ce qui se joue en moi. Et je ne fuis pas. Je ne reste pas non plus enlisée dedans. Je regarde en face, je descends dans mes profondeurs et je fais le job. C'est à partir de ce discernement plus vaste, de cette conscience aiguisée, de la connexion consciente aussi à mon moi supérieur, que je peux rajuster devant les tentatives d'assaut du personnage. Tout ça pour approfondir toujours plus l'évolution. Alors évidemment, le personnage, il tient plus les rênes de ma vie parce que, voilà, à un moment donné, ça décroche. C'est pas tant ce qui nous arrive en fait, c'est ce que l'on en fait, c'est comment on est avec ça. Où on voit l'adversité comme une fatalité, où on voit l'adversité comme une opportunité de grandir. C'est vrai, on n'est pas toujours responsable de ce qui nous arrive. Simplement, on est responsable de comment on se sent avec ça. Je partage pas en vidéo des éléments qui me sont propres dans un élan narcissique pour me mettre en scène. Plutôt dans l'idée de créer une résonance concrète. C'est aussi dire, si j'ai pu y arriver, vous le pouvez aussi. C'est une invitation, c'est un encouragement. Quand j'évoque, par exemple, mon mental galopant de zèbre, mon terrain de contrôlante en chef, etc., etc.,
c'est pour dire c'est possible. Et non, regardez, je suis meilleur que vous. Tout en sachant, évidemment, que chaque chemin est unique et passe par des expériences propres à chacun. Ce qui est chouette, c'est de voir de là où on part et là où on parvient à aller au fur et à mesure du travail en soi, travail qui n'a pas à être un fardeau et une espèce de nouvelle rigidité. Hein, c'est le sens même de tout chemin initiatique finalement. Même les âmes avatars ont à refaire le chemin intérieur vers elles-mêmes, bien évidemment. La vidéo dont on me parle le plus est celle sur la nuit noire de l'âme, vidéo de 2016. Pourquoi? Alors, en plus de ce que je dis, et qui en effet peut être ressenti comme un encouragement, comme je viens de l'évoquer, des personnes qui parfois m'ont dit ça, que cette vidéo, s'était dit, si Nathalie a pu traverser ça, je peux aussi. Donc une forme d'encouragement. Il y a aussi, en plus donc, des propos évoqués dans cette vidéo de la nuit noire de l'âme de 2016, une énergie différente des vidéos précédentes. Les personnes pensent le plus souvent que c'est à cause de ce que j'évoque dans la vidéo que l'énergie est différente. Ça n'est pas le cas. Je ne partage rien qui ne soit déjà transcendé totalement et intégré en moi. Si ça n'est pas le cas, je n'en dis rien publiquement. Et même ce qui est intégré peut continuer à s'affiner au fil du chemin d'évolution. Donc il y a une énergie particulière dans cette vidéo où vous allez comprendre le lien avec je suis humaine et l'aspect de l'être authentique. 2 jours avant l'enregistrement de cette vidéo, j'ai eu la confirmation d'un événement douloureux pour une personne chère à mon cœur, une âme à laquelle je suis liée. Âme fille, âme sœur, âme amie. Événement que je pressentais depuis des mois et sur lequel j'avais tenté d'alerter. En vain, c'était arrivé. La part consciente en moi savait, voyait les ressorts, les causes et même la justesse sur le plan évolutif concernant cet événement pour cette personne. La part humaine se sentait à ce moment-là dévastée. 2 jours avant cette vidéo, j'étais en forêt pour évacuer ce dont ma part humaine souffrait. J'étais à terre, hurlant ma douleur, mon sentiment d'impuissance, pleurant ma peine, parce que on est incarné, on accueille cette part humaine, sinon ça n'a pas de sens. On ne l'accueille pas pour être enseveli, pour transcender justement ce qu'elle comporte. Le lendemain, ma guidance me souffle, le lendemain donc de cet événement, de cette virée en forêt, ma guidance me souffle que ce serait le bon moment de faire une vidéo sur la nuit noire de l'âme. J'avais pas fini de dépasser tout ça, j'étais encore un peu dedans. Donc là, j'aime autant dire que impossible, ça va même pas, quoi. C'est même pas envisageable. C'était non, non et non. Et puis pendant la nuit suivante, quelque chose s'est produit et l'être authentique a repris les rênes. Et j'ai pu enregistrer la vidéo donc 2 jours plus tard. Simplement, il est resté une empreinte de vulnérabilité sur cette vidéo. Vulnérabilité dont on peut penser en fait que c'est à cause du sujet que j'évoque. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ma guidance, mon être authentique, a utilisé l'expérience temporaire du personnage pour la mettre au service de la vidéo. Là, je vous parle, j'ai un costume de thérapeute et j'ai conscience de ce costume. Et la conscience l'utilise pour s'exprimer à travers lui.
Et c'est ok. Le personnage n'est pas un ennemi, parfois un adversaire, en effet, qui justement, parler de l'adversité tout à l'heure, un adversaire qui justement nous permet de grandir, nous donne cette opportunité-là. Et on peut parfaitement faire alliance avec son personnage, comme je viens de l'expliquer ici. Ça parle à travers le personnage. Quand j'ai fait défiler donc cette vidéo sur la nuit noire de l'âme de 2016 pour vérifier que l'enregistrement était bien ok, j'ai bien senti les facettes dont on a parlé tout à l'heure, je les ai bien senties s'activer. Mais ça disait, tu vas pas publier ça. Mais c'était vraiment, c'était arc-bouté. Parce que on pouvait m'y sentir fragile, que ça collait pas du tout avec ce que le personnage y voulait projeter. Peur d'être annihilé, dont on parlait il y a un instant. Le personnage nous souffle que l'on va perdre la face, que l'autre va en profiter, qu'il ne saura pas le recevoir. Et c'est vrai, ça peut se passer comme ça. Récemment, j'ai été éclaboussée par un événement de type cyclone. C'est comme ça que je l'ai nommé. Donc de vulnérabilité temporaire. 3 personnes se sont trouvées à le savoir par un concours de circonstances. Bref. La première a accueilli pleinement et simplement avec le cœur le fait de cette vulnérabilité temporaire. La deuxième l'a accueilli, puis a ramené les choses à elle. La troisième a vu dans ma vulnérabilité une occasion de prendre le dessus, de faire savoir qu'elle détenait des informations et qu'elle les transmettrait selon ses conditions et son tempo, et revendiquant par ailleurs une place, bref, oubliant par là même que quand on se reconnaît soi-même, on n'a pas besoin de revendiquer quoi que ce soit. Alors oui, parfois la personne ne peut pas recevoir le cadeau de votre vulnérabilité. Je dis cadeau car la vulnérabilité, elle est sensibilité, elle est signe d'ouverture de cœur, d'abandon à la vie et de capacité à transcender la peur justement d'être annihilée. C'est de ça dont elle parle, la vulnérabilité. Donc ok, peut-être elle ne peut pas, la personne, recevoir, et ça lui appartient, c'est de sa responsabilité. La tentation, pour soi, ça peut être de se refermer, en effet. Hein, et c'est ce que va certainement faire le personnage, ou tenter de faire, de dire, mais ils comprennent rien. Ils comprennent rien, plus jamais je me montre ainsi. Simplement, que vaut-il mieux être vulnérable et donc sensible, ouvert du cœur et authentique, ou fort en apparence et fermé? Pour revenir à ces deux peurs, donc peur d'exister, peur d'être annihilé, et faire le lien avec la flamme jumelle, comment peut-on demander à l'autre, votre flamme jumelle, le retournement du cœur sans avoir ouvert le sien, le vôtre, sans avoir transcendé votre peur d'être annihilé? Comment peut-on demander à l'autre, à la flamme jumelle, de retrouver sa souveraineté sans avoir retrouvé la sienne, sans avoir transcendé sa peur d'exister? Tout ce que je viens d'évoquer relève d'un travail d'alchimie, en fait, pour tenir finalement sur ces deux jambes que sont la souveraineté et l'ouverture de cœur. Avec, oui, des phases de conscientisation, de compassion, d'inclusion, de dissolution, de réconciliation en soi. Et on recommence pour aller toujours plus en profondeur, on repasse au feu. Pour rejoindre cet espace inaltérable qui ne tremble en rien, quoi qu'il se passe à l'extérieur, sans besoin de défense, de protection, sans attachement, cet espace de paix, d'amour, notre être authentique, notre atome germe divin, notre Graal intérieur. Je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo.
Portez-vous bien.